Vie et joie de vivre une belle vie. Chaque jour je fête pour mettre des couleurs dans mes jours. Belle vie et joie de vivre une belle vie. Chaque jour je fête pour mettre des couleurs dans mes jours. Des coups de cœur, le but c'est bien toujours le bonheur. Et si enfin j'arrive à mes fins, plus rien de triste ne m'atteint. Belle vie et joie de vivre une belle vie. Chaque jour je fête pour mettre des couleurs dans mes jours. Bonjour à tous, bienvenue dans Ma Joie de Vivre. Ben oui. Alors, Ma Joie de Vivre, on se déplace et on est en ce moment dans la capitale des Gaules. Alors, ce n'est pas un sujet de pêcheur, hein, on n'est pas à la pêche à la ligne. Non, et puis on ne parle pas de toutes les Gaules. Hein. On ne parle pas de toutes les Gaules. On est d'accord. On est bien d'accord. On est au pays des Canuts, on est au pays des Frères Lumière, on est au pays de Guignol, on est à Lyon. Alors, plus exactement, dans le quartier de la Primatiale Saint-Jean, rue Saint-Jean, on a marché un petit peu et on a découvert au fond d'une ruelle une cour. Et nous sommes dans la boutique de la Mandragore, accueillie par Emmanuel Bastide. Eh oui, tout à fait. C'est moi qui vous accueille. Bonjour Emmanuel. Bonjour, alors aujourd'hui, votre joie de vivre à vous, dans un décor extraordinaire. Ici, la Mandragore, c'est une boutique médiévale, un petit peu l'antre du merveilleux, du fantastique. Mais voilà, je pense que c'est un aboutissement de parcours très riche. Vous avez une vie passionnante. Vous allez nous raconter un petit peu tout ça. Comment c'est venu cette idée déjà d'univers, parce que il me semble vous revoir un petit peu dans le passé, dans l'univers un peu gothique. Oui. Qu'est-ce qui vous appelle dans cette... D'abord le fait de se déguiser, de découvrir des univers. Bah, je pense que la vie est un jeu, en fait, c'est un petit peu comme... Enfin, moi, j'ai ce grand... Comment dire, l'adage de la vie est un théâtre et on est chacun l'acteur de ce théâtre. Et c'est vrai que c'est un petit peu à nous de choisir les pièces qu'on va jouer. Et c'est vrai que si on n'apporte pas une partie de jeu, personnellement, la vie, avec juste son petit train-train quotidien et tout ça, ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, ça en fait partie, bien sûr, mais y apporter de la fantaisie, du rêve, du mystère aussi, je trouve que ça permet de vivre plus agréablement. Oui, tout à fait. Alors, vous êtes lyonnaise. Oui. Vous avez grandi dans un quartier... Saint-Jean. Saint-Jean. Vous êtes sur mes pavés, Kérida. Et sous les pavés, la plage. Oui, bien sûr. Il y a la Saône, pas loin. Il y a la Saône, pas loin. Je vous la conseille pas. Même avec un maillot 1930. Alors, est-ce que justement, Lyon, il y a eu déjà... vous avez vécu une enfance heureuse dans ce quartier-là? Ah ouais, très heureuse. Et en fait, c'était un quartier pauvre à l'époque, mais où en fait on vivait dans la rue. En fait, je suis encore de cette génération où on vivait dans la rue. Ma mère travaillait, quand je sortais de l'école, j'allais rejoindre les petits copains, les petites copines. On se faisait un casse-croûte à droite, à gauche, et puis on partait faire du patin à roulettes, découvrir les allées. Il y avait justement ce côté jouer à cache-cache dans les allées de Saint-Jean. Je pense que ça n'y est pas pour rien dans mon parcours. Ouais, c'est voilà. Ça. Ouais. Et c'était complètement différent d'aujourd'hui, bien sûr. C'était des petites échoppes. Des toutes petites boutiques, des petites épiceries, des plein de vieilles personnes. Des personnages qui se promenaient dans ce quartier. Et c'était aussi le quartier des antiquaires. Ah, ouais. Voilà. Et voilà, moi j'ai adoré ce quartier, je l'aime toujours. Voilà. Ouais. Vous parliez tout à l'heure en antenne d'une épicerie assez typique. Ah oui, alors c'était l'épicerie des Chabert. Alors moi je l'ai connue quand j'ai monté ma boutique. En fait, on avait l'impression d'être dans une épicerie des années 30, tenue par 3 personnes avec des tabliers bleus de travail, le vieux qui ramenait le lapin dans sa cagette. Enfin bon, c'était génial quoi. Ouais. Voilà. Mais ça a complètement disparu aujourd'hui. Ouais. Voilà. Ouais. Et je peux vous dire que moi je me bats pour que ça persiste et que justement les gens quand ils rentrent par exemple dans cette boutique, comme quand ils visitent Saint-Jean, qui se posent des questions et qu'ils aient cet aspect mystère, cet aspect que moi j'aime quoi dans ce quartier. Ouais, vous incarnez un peu l'âme de Saint-Jean et on vient d'une autre boutique en fait, on va la nommer, c'est la librairie Cadence et qui nous a dit « Ah Emmanuel, elle fait vivre le quartier ».
Ah bon? Oui. Alors là, alors voilà. Donc Waouh. oui. Oui, alors je pense qu'il parle de ça dans le sens où je fais beaucoup d'animation en fait. Je suis quelqu'un qui... J'ai toujours aimé deux choses dans la vie, c'est le commerce. Alors ça, voilà, parce que dans le commerce, il y a échange. Ouais. Il faut pas l'oublier, les gens voient souvent le côté un peu arnaque, fric, mais il y a quand même l'échange à la base du commerce. Et la deuxième chose, c'est l'événementiel. C'est ma passion. Voilà. L'événementiel, faire des événements des choses. Voilà. Et c'est vrai qu'ici, j'ai fait venir Taria Turunen, par exemple, qui est venue faire une dédicace dans Mandragore. Oh là là. Voilà, alors c'est quand même une star internationale. Bon, j'ai bien sûr Luc Arbogast qui est passé il y a encore pas très longtemps. Voilà, et puis je vais faire venir des artisans, des gens qui savent faire des choses de leurs mains, des gens qui sont créateurs, des gens qui créent encore des choses de nos jours. Et voilà, et régulièrement ils viennent là et je l'annonce et il y a du monde qui vient. Et la semaine dernière, il y avait des musiciens voilà, qui sont venus faire de la musique médiévale dans la cour. Voilà, il faut créer l'événement. Il faut pas monter un commerce et attendre derrière son comptoir. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas la peine, quoi. Puis c'est pas rigolo. Oui, c'est certain. Bah oui. Et alors, comment... alors, avant le commerce, il y a eu d'autres périodes, j'imagine. Oui. C'était quoi? C'était le gothique? Avant le gothique, il y a peut-être eu d'autres choses? On va dire que moi, ma grande période avant le commerce, ça a été la fac, donc mes études. Quand j'ai fait des études de linguistique, donc d'analyse scientifique du langage, et qui étaient des études qui m'ont passionné, vraiment au-delà de tout. Et par contre, je n'ai pas trouvé, on va dire, de travail lié à ça. Ouais. Après, je pouvais faire de la recherche ou des choses comme ça. Et donc, quand je faisais mes études, j'étais dans ma période goth. Donc là, j'étais rasée, j'étais habillée toujours tout en noir, avec des maquillages à la Nina Hagen, voilà, et j'étais très nos futurs, très, voilà, j'étais là-dedans. Mais bon, à la fois, il y avait des choses extraordinaires dans ce courant aussi. Hein. On a fait des fêtes incroyables, avec des spectacles, avec des... C'était une super période. Hein. Voilà. Et super pourquoi alors? Parce que... Créative. Moi, de toute façon, le mot, c'est créatif, c'est... Voilà, on se faisait des looks. Moi, des fois, je passais 2-3 heures pour me vêtir et pour me maquiller. Et quand je sortais dans la rue, pour moi, ça y est, la scène était là, quoi. La rue. Ouais. On était là et on allait remplir notre fonction de... Peut-être un peu comme un fou du roi. Quelque chose qui provoque un peu. Parce que, pour nous, en tout cas, à cette époque, ce qui était important, c'était de provoquer. Provoquer dans le sens où, voilà, la vie, elle est toute faite, elle est toute construite. Et à un moment donné, on a envie de réveiller les gens. On a envie de leur dire, oh, ça peut être autrement. Et pour moi, quand j'étais dans ce période punk goth, c'était ça. J'avais envie de les interpeller. Voilà. Alors après, je m'y prenais pas toujours bien, des fois j'étais un peu agressive, ou un peu, voilà. Oui, ça m'a passé, ça. Ouais, c'est quand même lié, il y a quand même des images, forcément un peu, pas de violence, mais en tout cas d'agression un peu. Hein, ça... Puis ce noir. Bah oui. Oui, alors on parlait du noir tout à l'heure, je pense que c'est ce que je vous disais aussi, c'est que c'est aussi une appréhension du rapport à la mort. C'est vrai que chez les Goths, il y a une espèce de fascination pour des mondes un petit peu sombres. Et je pense que c'est une période de la vie, d'ailleurs souvent si vous regardez bien, c'est à la période de l'adolescence où on est en train de devenir adulte. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On va être confronté au fait que oui, nous vivons, oui, nous allons créer notre avenir, mais un jour on va mourir. Et en fait, je pense que cette période-là, où on se construit en tant qu'adulte, on va être dans la conscientisation qu'un jour on ne sera plus là. Et que donc il y a une fin à tout. Et c'est cette conscience de la mort qui nous entoure, qui va faire qu'on aime la vie. Moi aujourd'hui c'est ça. Mais c'est parce que j'ai fait mon deuil. Le deuil du deuil en fait. Oui, j'y passerai, tout le monde y passera, mais ça fait partie de la vie. Et tant que vous n'êtes pas passé par cette phase, comment vous ouvrir à la vie? C'est pas possible. Autrement, on serait des animaux, on n'aurait pas de conscience. La conscience de la mort, tout le monde ne l'a pas, quand même, c'est quand même assez particulier.
Et puis en plus, vous l'avez eu jeune, parce que quand on est étudiant, généralement, on est un peu oui, insouciant, on est dans le festif, oui. voilà, dans l'éclate, comme on dit, voilà. Donc c'est quand même particulier ce cheminement. Bah oui, je pense que ça s'explique pas, c'est lié à tout un parcours personnel. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et le rapport avec la linguistique, vous arriviez à faire... oui, bah oui, il y a le côté mental et puis il y a le côté pratique, je dirais. Ouais. En fait, quand on fait des études, on est dans le mental et puis on est dans l'analyse et dans l'apprentissage. Voilà, moi je buvais tout ce qu'on pouvait m'apprendre. C'était génial. Ça devait être passionnant. C'était les langues anciennes? Non, pas les langues anciennes, c'est vraiment... On faisait de la sémiologie, donc de l'analyse d'images. Justement, pourquoi une personne s'habille de telle manière et qu'est-ce qu'on peut en déduire. Ça, par exemple, le vêtement est un langage. Oui. La gestuelle, là, est un langage. Si je fais des choses comme ça, là, c'est un langage. Tout est langage, en fait. C'est partir du principe que dans la vie, tout est communication et tout est langage. Voilà. Et ça, dans le commerce, on l'utilise beaucoup, par exemple. Oui, du coup, vous le faites consciemment, j'imagine. Tout à fait. Après, il ne faut pas que ça soit de la manipulation. D'accord. Donc, vous analysiez un petit peu tout ce qui était langage, et on en fait quoi? Alors, on analyse, il y a des typologies, j'imagine. En fait, on va par exemple étudier une langue et regarder comment elle s'est construite au niveau des sons. Au niveau, par exemple, une des grandes bases de la linguistique, c'est prendre conscience que le langage est directement lié au contexte. Par exemple, si vous êtes dans un univers où il y a beaucoup de neige, vous allez avoir plusieurs termes pour décrire la neige, mais s'il n'y a pas de neige autour de vous, vous n'avez aucune raison d'avoir des descriptifs de la neige. Donc le langage est directement relié à notre univers qui nous entoure. Là où on grandit va définir le langage qu'on va parler. Ah, c'est génial, hein. Non, mais on découvre, c'est ça qui est merveilleux dans Ma Joie de Vivre, c'est qu'on découvre des univers, en fait, hein, c'est extraordinaire. Et on ne vous fait pas passer par, effectivement, les cheminées, les langues indo-européennes, tout ça, ça n'a rien à voir. Ah si, bah, la base, voilà. C'est la base. Ouais. C'est la base des langues indo-européennes, tout à fait. Et bon, et après, c'est de voir justement comment évoluent les langues. Par exemple, aujourd'hui, le fait qu'on ait Internet, qu'on ait des nouveaux médias, est-ce qu'il ne va pas y avoir des implications sur le langage? Par exemple, déjà, le langage écrit est en train de disparaître. Je veux dire, par le biais des SMS, des mails, etc., on va aller directement aux choses. On ne va plus passer par des paraphrases, par des métaphores, Voilà, donc il y a forcément une évolution du langage. Oui, et puis effectivement, les périodes où on était plus oral, l'écrit, et puis on revient peut-être un peu à l'oralité, c'est marrant. Hein. Oui, je pense que là, on est dans l'ère de l'oralité, tout à fait. Oui, c'est ce que je pense. Ouais. De l'oralité et de l'image aussi. Hein. C'est la puissance de l'image, n'est-ce pas? Alors, donc la linguistique, et vous n'en avez rien fait, c'était un peu... Bah oui, c'est resté finalement une passion. Hein. Je pense que c'est comme quand on fait des études de philo ou de psychologie. Il y a des gens qui en font quelque chose, et puis, mais bon, on perd jamais notre temps. Je pense que quand on fait des études, il y a forcément... Je pense que ma façon de gérer mon commerce est aussi liée à mes études. Voilà, je le gère forcément différemment que si j'avais fait une école de commerce... Voilà, hein, où on aurait appris à être une louve, à gagner plein de fric et tout. Oui, il n'y avait peut-être pas besoin de ça, je pense. C'était plutôt inné, ça. Je sais pas. Alors, entre les études et le commerce, il y a eu quelle période? C'était quoi, alors j'ai essayé plein de choses. J'ai travaillé dans le journalisme. Voilà, je rêvais d'être reporter international. Voilà, c'était un de mes rêves. Et en fait, j'ai fait des stages dans des journaux et ça m'a pas du tout plu. Vraiment, j'ai été très déçue. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des choses qui étaient galvaudées, que des informations ne passaient pas, que d'autres étaient mises en exergue. Et moi, je suis quelqu'un de trop 100%. Je suis trop entière. Je pouvais pas être dans le compromis du monde de la communication. Et dans le mensonge. Voilà. Et puis quand on dit que justement cette part de rêve que vous avez, il n'y a pas ça dans l'information, on peut même parler de ça. Non, on est trop dans la réalité finalement. Et c'est vrai que moi je me rends compte que ce que j'aime c'est quand même le rêve. C'est quand même, j'ai besoin qu'on me fasse rêver, j'ai besoin de faire rêver. Pour moi c'est un axe en fait, un axe de vie.
Et c'est vrai que bon, dans le journalisme, vous êtes dans le fait réel, voilà, dans des choses pas très chouettes. Et puis bon, voilà. Bon, donc j'ai eu cette période-là. Après, j'ai travaillé aussi dans la fripe, le vêtement d'occasion. Ouais. Donc je faisais venir des tonnes de vêtements qui venaient d'Allemagne, de Belgique, et je triais ça, je déchargeais des camions de 12 tonnes, je triais les vêtements, je les vendais à des forains. Voilà, ça a été un passage de ma vie aussi, mais je ne regrette pas, parce que ça a été une très bonne école humaine. Et puis j'étais quand même déjà dans la fringue. Après, j'ai eu aussi une période où j'ai beaucoup travaillé dans l'organisation de défilés de mode. Ah. Ouais. C'est bien, tout ça c'est voilà. Des patchwork de vie. Hein. Ouais. Et voilà, j'ai travaillé avec un gars qui s'appelait Denis Durand, qui s'appelle toujours d'ailleurs, qui fait du sur-mesure et de la haute couture. Et en fait, j'étais sa coordinatrice générale, voilà, pour que les événements se passent bien. C'était un Lyonnais? Ouais, c'était un Lyonnais, ouais. Maintenant, il s'est installé à Cannes. Mais ouais, c'était un Lyonnais qui est très doué, et puis voilà quoi. Donc j'ai un peu bossé avec lui, aussi avec un autre gars de Lyon qui s'appelle Christian Buret, qui avait créé une ligne de bijoux qui s'appelait Tombé du ciel, qui était magnifique, et j'ai travaillé un petit moment avec ce gars aussi. Enfin voilà quoi, puis bon an, mal an, petit à petit je suis arrivée en 96 à monter Mandragore, voilà. Ouais. Suite à un voyage au Canada. Ah ouais. Vive le Québec, hein. Franchement. Libre. Tous les Québécois sont les bienvenus dans ma boutique. J'en suis éternellement reconnaissante. Et c'est vrai que je leur dis, à chaque fois qu'il y a des Québécois qui viennent au magasin, je fais « Bienvenue mes cousins ». Pourquoi? Parce que c'est là-bas que j'ai eu le coup de foudre. Ah oui. C'est là-bas que toutes les pièces du puzzle se sont rassemblées. Donc, y compris la période gothique, tout ça c'est... Tout. La linguistique, la période gothique, la mode, haute couture, l'événementiel, machin. Je suis arrivée à Montréal. J'étais un peu dans une période un peu où justement je savais pas trop quoi faire de ma vie. Et je me suis dit, il faut que je fasse un voyage. Le voyage, c'est toujours ce qui a débloqué les choses dans ma vie. Et du coup, mes amis se sont réunis et m'ont offert un voyage au Québec. Wow. Voilà. Et du coup, bah voilà, je suis partie au Québec, arrivée à Montréal, je me suis loué une bagnole. J'étais Thelma et Louise les deux à la fois. Voilà. Et c'est vrai que bah, dans cette belle ville de Montréal, j'ai découvert une boutique et je lui rends hommage qui s'appelait Excalibur et qui était sur le vieux port de Montréal avec une devanture toute rouge et avec des fleurs de lys. Et quand je suis rentrée là, oui j'assume, j'ai vu la lumière. Ah oui. Ouais, j'ai vu la lumière. J'ai fait waouh, c'est ça que je veux faire. Ah c'est génial. Ouais, c'est ça que je veux faire. J'ai dit mais c'est trop génial. Des fringues d'une autre époque. On se dit mais à quoi ça sert? Ça sert à rien. Mais c'est fantastique. C'est beau. Ça transmet toute cette période romantique, cette période médiévale, chevaleresque et tout. Et moi vraiment voilà un coup de foudre. Un coup de foudre. C'était une boutique que de vêtements? Il faisait autre Voilà, chose. vêtements, accessoires, armes, musique, bijoux, etc. Et c'était fait avec beaucoup de goût. Il n'y avait que des choses fabriquées au Québec. Ils avaient un côté très en avance, je trouve. Parce qu'ils mettaient en avant les choses fabriquées à la main. Enfin, ah ouais, ils étaient en avance. Vraiment. Je trouve que même aujourd'hui, il y a peu de gens qui leur arrivent à la cheville. Ah oui, carrément. C'est pour ça que je leur rends hommage. Oula, ouais. Et ils n'existent plus. C'est pour ça que je regrette, parce que c'était pour moi vraiment une boutique magnifique. Et donc voilà, et quand j'ai vu ça, j'ai demandé à rencontrer le responsable. On a bu un coup ensemble. Et j'ai dit voilà, je veux monter la même chose que ça en France. Est-ce que vous avez des conseils à me donner? Voilà, il m'a donné plein de conseils. J'ai acheté de la marchandise dans son magasin. Je suis repartie avec mes valises pleines. Et de fringues. Voilà. Et 2 mois après, j'ai monté ça. Ah oui, donc ça a été vraiment fulgurant. Fulgurant. Voilà. Incroyable ça. Et à Montréal, il y a d'autres boutiques. Le Dragon Rouge, non, ça c'est autre chose. Ouais, l'auberge du Dragon Rouge qui existe. Mais maintenant, il y en a plein d'autres qui se sont montés. C'est un petit peu comme en France. Enfin voilà, vous avez une idée, vous montez un concept, et puis derrière, il y a des gens qui vont suivre et qui vont le faire à leur sauce. Voilà quoi. Mais bon, moi j'ai pas été non plus la première, il y avait d'autres gens qui existaient déjà, il y avait bon, ça
Je pense que pour les gens qui s'intéressent au médiéval, ils le savent. Mais voilà, donc c'est la réunion de tout ça. Ça a été le Québec, le point de... Voilà, le Québec, ça a été le déclencheur. Ouais. Il y a eu d'autres voyages aussi, parce que vous avez parlé des voyages en disant que c'était important. Oui, parce que déjà, je pense que j'ai vécu un truc que peu de gens peut-être ont vécu, c'est qu'à 16 ans, je suis partie en Afrique, toute seule. Voilà, mais c'était au départ un voyage touristique, j'allais rejoindre des amis à Abidjan. Sauf que j'ai débarqué le jour du coup d'État. Oula. Voilà. Oui, Voilà, donc super chance. Mon voyage sympathique en Afrique s'est transformé, aurait pu se transformer en cauchemar. Ça n'a pas été le cas parce que j'ai rencontré des gens merveilleux et que j'ai vécu une aventure extraordinaire. Mais ça, je pense que ça a été ça m'a fait grandir plus vite. Ah, c'est sûr, surtout à 16 ans. Hein. Voilà. Puis le choc de l'Afrique, c'est quand même... Déjà, le choc de l'Afrique, pour quelqu'un même de 30-40 ans, c'est énorme. Ouais. Mais alors, quand vous avez 16 ans... C'est une rencontre. Hein. Ouais. J'ai mis, je pense, 1 an à m'en remettre de ce voyage. Ouais. Quand je suis revenue, c'était un petit peu... c'était l'année de première, un peu avant le bac. J'ai mis 1 an à m'en remettre. Je planais entre ciel et terre, je sais pas où. Mais je réatterrissais pas en France. Ouais. C'était pas possible. Ouais. Ça m'avait trop marqué. Donc voilà, l'Afrique a été un déclencheur, un voyage très important pour moi. Ouais. Et ça vous avait marqué, ça vous avait plu ou parce que c'était en même temps un peu pas tant que ça Ça m'a marqué dans le sens où l'Afrique c'est tout l'inverse de chez nous. Ouais. C'est d'autres valeurs, d'autres modes de communication. Ouais. Voilà, on peut pas y rester indifférent. On aime ou on n'aime pas, mais on n'est pas indifférent. Ouais, et aussi parce que ça aurait pu être dramatique et que ça l'a pas été. Ouais. Donc, vous avez été protégée? Comment ça s'est passé finalement? Dans le sens où, en fait, j'ai des amis qui sont venus me chercher. Eux, ils se sont retrouvés bloqués comme moi au Burkina Faso. Et en fait, on a vécu 10 jours de l'aumône des gens. Ah. On a vécu... on devait arriver à Abidjan, on n'y est jamais arrivé, on est resté 10 jours, on n'avait pas de quoi se nourrir, et il y a des gens qui nous ont apporté à manger, on vivait dans le train, parce que le train a été arrêté par les militaires, et les gens nous ont apporté à manger. Moi j'ai des gens qui m'ont apporté de l'aide, enfin des hommes qui m'ont protégé d'autres hommes, parce que j'étais une blonde de 16 ans, un peu... un joli gibier on va dire, voilà, donc j'ai été protégée, non ça a été... très très belle par des Africains, pas par des Blancs. Par des Africains. Ouais. Et après, par contre, on a été sauvés par un Blanc, Monsieur Mariotte, à qui je rends hommage aujourd'hui et qui nous a fait passer la frontière de manière illégale. La frontière pour aller en Côte d'Ivoire? Ouais. Et là, en Côte d'Ivoire, alors c'était à feu et à sang? Ah bah non, après la Côte d'Ivoire, c'était tranquille. C'était tranquille. Après, j'avais les fils de ministres qui venaient me chercher pour qu'on aille en boîte de nuit. Hein. J'ai changé complètement de vie, là. Hein. Je suis passée de la vie sauvage à la vie un petit peu festive. Ouais. Non. Tout ça parce que c'était sous le coup d'État, donc ça devait pas être facile quand même. Ah il y avait des militaires. Hein. Il y avait des militaires partout. Il y avait des gens qui se faisaient flinguer. D'ailleurs, il y a des Français qui sont pas revenus. Hein. Ouais. Ouais. Vous êtes resté combien de temps avec tout ça? Ça a été combien de temps? 2 mois. 2 mois. Voilà. Ouais. Et ça, ça a été un truc très important dans ma vie. Ouais. Voilà, très déclencheur de ma joie de vivre. Il y en a eu d'autres, des voyages comme ça? Parce que c'est pas... ça a vraiment été le plus important. Après tous les voyages, je suis une passionnée de voyage. Je suis allée au Brésil, je suis allée au Pérou, je suis allée au Népal, où j'ai croisé plein de gens rigolos. Je suis allée en Asie, Laos, Cambodge, Thaïlande. Voilà, je suis une passionnée de voyage. Ouais. Si je pouvais, je passerais ma vie sur les routes. Ouais. C'est fresh air, hein. Ça ramène... Ça nourrit. Ouais. Je conseille à toute personne qui se pose une question, est perdue, se sent pas aimée, ne sait pas où il va aller, de faire un voyage. Ouais. N'importe lequel, mais de faire un voyage. C'est une rencontre avec soi finalement, le voyage. C'est quand on dit que ça forme la jeunesse, c'est ça quoi. C'est dans les deux sens, c'est que ça nous forme, ça nous informe et ça nous transforme. C'est le voyage, enfin pour moi c'est vraiment la plus grande école. Ouais. À condition peut-être de se laisser, il faut se laisser porter, faut pas trop prévoir, faut lâcher. Ouais.
tout le monde peut pas lâcher. Hein. Ah, c'est pas facile de lâcher. Hein. Mais c'est vrai que c'est ça. Oui. Le voyage, c'est vraiment c'est les rencontres. Hein. Il se passe plein de choses dans les voyages. Puis on n'est jamais seul. On se rend compte en voyage que moi j'ai fait beaucoup de voyages toute seule avec mon sac à dos. Et je me suis rendu compte qu'il y avait toujours quelqu'un qui était là, qui veillait sur moi, ou que je rencontrais à un moment où je me sentais un peu seule, ou avec qui j'ai fait un bout de route. Enfin, c'est toujours des rencontres extraordinaires. Ouais. Vraiment. Ouais. Et partout, où qu'on soit. Ah oui. Ouais. Et il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous. Ça, c'est sûr. Ouais. Alors, vous écoutez toujours Ma Joie de Vivre en compagnie d'Emmanuel de la Mandragore. Il y a même quelqu'un qui m'a dit « Oh, Emmanuel de la Mandragore, ça, alors là, quel nom !» J'ai dit « Non, ça fait une particule assez chouette. Oui. C'est beau. De la Mandragore. Ah, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Quoique Bastide, c'est un joli nom. Ah oui, très beau nom. J'en suis très fière. Oui, parce que c'est fort, ça, hein, déjà. Ouais, c'est une grande maison forte, hein, la Bastide. Ouais. Donc, c'était la ville nouvelle au Moyen-Âge, en fait. Ouais. Donc vous voyez, je suis une nouveauté au Moyen-Âge en fait. Et oui, Bastide, c'est ça. Et bon, bah voilà, moi c'est vrai que je pense des fois qu'on est un peu prédéterminé par nos noms. Oui. Voilà, alors ça c'est peut-être encore mon côté linguiste, mais de la même manière que on dit qu'en dire c'est faire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on énonce les choses, elles vont arriver, je pense que de la même manière, les noms qu'on porte vont déterminer des choses. Voilà, moi mon prénom c'est Emmanuel, Dieu est avec nous. Ouais. Voilà, je me sens très protégée. Voilà, et Bastide, il y a encore ce côté médiéval, ce côté forteresse qui est très terrien. Quoi. Voilà. Ouais. Vous vous sentez bien incarné dans ce prénom et dans ce nom. Oui, hein. complètement. Ouais. Complètement. Oui. Emmanuel, déjà, il y a le côté un peu androgyne, ouais. Voilà, qui pour moi est important aussi. Il y a le masculin-féminin. Hein, on est tous là-dedans. Ouais. Donc oui, parce que c'est vrai qu'il y a des prénoms qui sont purement féminins, des prénoms... Oui, voire même un peu éthérés ou des choses... oui, tout à fait, hein, c'est clair. Et à l'inverse, il y a des tas de gens qui ne se sentent pas bien dans leur prénom. Ah oui. Donc ils sont en recherche de leur identification quelque part. Ouais. C'est intéressant ça aussi. Mais disons par exemple, moi j'aime pas les gens qui coupent les prénoms. Moi on m'appelle souvent Manu, ça m'insupporte. On m'enlève les ailes. Hein. Ah bah oui, Manu, c'est Manu. Hein. Emmanuel. Oui. Voilà. Oui. Donc bon, voilà. Mais ça, c'est le temps aussi qui veut ça, on raccourcit tout. Oui, c'est les diminutifs. Hein, je crois que quelqu'un avait dit, je sais plus qui, les diminutifs diminuent. Ouais. Hein, et beaucoup, par exemple, vous avez des prénoms comme Isabelle, moi aussi j'ai autour de moi des gens qui disent Isa au lieu d'Isabelle, je leur dis vous coupez le belle, oui la belle, donc c'est vraiment, et c'est vrai que c'est un signe des temps, on revient à la linguistique, et donc on enlève le beau, un peu le merveilleux, ce qui redonne quand même, revalorise les gens. Tout à fait, oui. Alors, revenons un petit peu sur la période des voyages, parce que vous avez dit quelque chose d'important. À un moment donné, vous avez dit, si je pouvais, si j'avais pu, j'aurais quitté la France. Oui, parce qu'en fait, je trouve qu'en France, on est dans le... Comment dire ? J'ai l'impression qu'on se complaît dans quelque chose. C'est-à-dire que le français, il a tout. Il a tout, le français. Il a les terres, les forêts, les rivières... les montagnes, le soleil, les vieilles pierres, l'histoire et tout, et il est toujours en train de se plaindre ou de grogner. De toute façon, quand vous êtes en voyage, il y en a un qui est en train de gueuler dans un hôtel, ou un qui est en train de gueuler dans un resto. Vous approchez, mais sans surprise, c'est un Français, forcément. C'est vrai, ouais. Mais non, alors que les anglo-saxons, bon, qui vont avoir un côté peut-être un peu plus dominateur, parce que eux ils apportent leur culture et ils l'imposent un peu. Ça je suis pas trop pour. Hein, ils apportent leur culture anglo-saxonne, je bois de la bière, je bouffe des frites, n'importe quel coin du monde, ça je suis pas d'accord. Mais par contre le français, qu'il arrête de se plaindre, qui mange sa soupe chinoise en disant mon Dieu qu'elle est bonne, qui se disent pas qu'est-ce que la soupe de ma grand-mère est meilleure. Ça, c'est le français, qu'est-ce qu'il est chiant. Voilà, donc je disais effectivement que moi, le voyage est une passion et que des fois, je me demande si je partirais pas de la France. Parce que tous les jours, je suis obligée, ne serait-ce même que par rapport à mes clients, de leur apporter de la joie. Parce que c'est ce dont il manque le plus. Ouais. Ils sont là, je les écoute et je leur donne la pêche. Ouais. Parce qu'ils sont tous, on dirait qu'ils vivent tous les trucs les plus misérables.
alors qu'ils ont tout. Ouais. Donc moi j'aimerais que les Français prennent conscience de ça, qu'on fasse plus circuler la joie, qu'on fasse peut-être plus de bals populaires ou de rassemblements, voilà, mais qu'on arrête de se plaindre. Ça apporte nulle part, ça mène nulle part. C'est vrai que c'est très caractérisé. Et dans les pays où vous aimeriez aller, ce serait où par exemple? Alors oui, je disais, j'aime beaucoup l'Asie et j'ai vraiment une attirance particulière pour le Laos, que je trouve magnifique. Voilà, qui garde encore son authenticité. Et puis bon, la Thaïlande, pour moi, c'est devenu trop l'Amérique de l'Asie. Tout est facile, tout est chouette, mais bon, tout est pognon, quoi. Ouais. Donc voilà. Et après, j'aime beaucoup le Népal. Voilà. Ah. Et puis là, je pars en Inde bientôt, je pars dans Kerala, voilà, qui est le berceau de l'Ayurveda. Ouais. Voilà. Et j'y suis jamais allée. Je suis jamais allée en Inde et pour moi, je me fais, voilà, je suis enchantée. Ah bon, on va pas détruire cet enchantement, évidemment. On ne dira rien. On en reparlera. On en reparlera de l'Inde, D'accord. effectivement. Et en Europe, il n'y a pas eu des pays autres que la France qui vous ont attiré? Si. Ah, si. Alors, le Portugal, l'Espagne, la Grèce. Cette pauvre Grèce qui souffre actuellement, je la soutiens de tout mon cœur parce que quand j'étais petite, on allait souvent en vacances en Grèce. Alors ma mère était une baba cool. Donc on avait un camion Volkswagen rouge ou orange. Voilà, et on avait un lit derrière, vous savez, on vivait dans notre camion. Et on allait très souvent, puisque ma mère était prof à l'époque, et on avait des grandes vacances, et on partait, et on faisait Yougoslavie, Grèce, voilà, et on vivait dans notre camion. C'est génial. C'était génial. Et la Grèce, oh là là, qu'est-ce que j'ai aimé ce pays. Ces petites brochettes d'agneau avec du citron, ces salades de tomates avec de la feta, ces plages avec des pinèdes, c'est magnifique. Puis au niveau architectural, au niveau historique, c'est fabuleux la Grèce, vraiment. Voilà, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, je rêve d'aller en Andalousie, j'y suis pas encore allée. Oh là, oui, j'ai adoré Barcelone, j'ai adoré tout ce coin-là, la Catalogne. Ouais, voilà. Mais bon, des pays comme ça, j'ai l'impression qu'ils ont un meilleur équilibre entre le côté occidental et la joie et le... Voilà. Ouais. Et puis ils se débrouillent pas trop mal. Apparemment en Grèce, là il y a eu un article récent disant qu'ils s'organisent drôlement pour une sorte d'économie alternative. Ils se mettent ensemble, il y a l'économie solidaire, ce qu'on appelle. Vraiment, ils s'organisent drôlement bien. Je leur souhaite vraiment de s'en sortir parce qu'ils le méritent. Puis ils ont un très beau pays qui est en train d'être acheté par des gens qui ont de l'argent, n'est-ce pas? Puisque les gens profitent de la crise et vont acheter des longues plages et des îles et des choses comme ça. Voilà. Et non, il faut que ça reste aux Grecs, je trouve. Et qu'on y soit tous les bienvenus. Bien sûr, oui. Tout à fait. Vous avez d'autres souvenirs de ces vacances en combi? C'était à quelle époque ça? Ah ouais, ça c'était génial. Moi, vraiment, je trouve que les années 70, pour ça, c'était top. Je veux dire, j'ai un souvenir sans voyage en combi où ma mère faisait de l'autostop. J'avais 2 ans, 2 ou 3 ans, et en fait, je voyageais avec elle en autostop. Toutes les deux? Toutes les deux. Est-ce que aujourd'hui on peut imaginer ça? Non. Je pense que personne ne peut imaginer ça. Une grande blonde avec une mini blonde. Voilà, et on est partis toutes les deux en Italie et tout, et c'était génial. C'était génial. Vous alliez chez les gens? On allait chez les gens. Du coup, il y a des gens qui nous invitaient au resto. Enfin, il y avait plein de choses qui se mettaient en place. Non, c'était chouette. Moi, je pense que c'est aussi de là qu'est parti pour les voyages. Le fait que j'ai voyagé super jeune et voilà quoi. C'est l'aventure. Ah ouais, c'est vraiment la vie. On est en contact avec la vraie vie comme ça. Ah ouais, c'est sûr. Ça fait rêver aussi. Ça y est, on a envie de partir. On a envie de partir. Moi j'aimerais bien, ça aussi. Ça fait partie de la joie de vivre quand même, les voyages. Et il n'y a jamais eu des pays, les anglo-saxons, ça vous attire pas tellement? Ah si, moi j'adore Londres par exemple. Ah ouais. Ah, je trouve que Londres, cette ville a une énergie extraordinaire. Quand j'ai pas le moral, je me fais un petit week-end à Londres. Ah ouais. Aujourd'hui encore? Ah oui. Ah oui, Londres, je trouve que ils sont, comment dire, déjà moi j'aime beaucoup ce respect, ce côté fair play. Vous êtes dans le métro, personne ne vous bouscule alors qu'il y a des milliers de personnes. Vous allez à Paris, tout le monde fait la gueule et tout le monde vous marche dessus. Non mais
À Londres, tout le monde cohabite. Ouais. Voilà. Bon, après, il paraît que c'est la ville la plus fliquée du monde, donc peut-être que ça aide aussi. Ouais. Mais bon, non, j'adore Londres. Ouais. J'adore Londres et j'adore l'Écosse. Ah, Ah oui, l'Écosse. Oh, Braveheart. l'Écosse, alors c'est quoi? Qu'est-ce que ça... Bah, l'Écosse, pour moi, Ça c'est justement transpire. c'est les châteaux, c'est les traditions, c'est la nature forte. Ouais. C'est la rébellion aussi, l'Écosse. C'est les gens qui se sont jamais soumis. Ouais. Ils se sont jamais soumis aux Anglais. Ouais. Voilà, donc pour moi, c'est historique. Ouais. Et oui, puis bon, c'était nos alliés. Historiquement, c'était nos alliés, mais non, l'Écosse, c'est... Tous les gens doivent aller en Écosse. Allez, ça Ouais. saute. C'est le voyage pathologique. Ah ouais. Y a pas- Et puis au niveau des légendes, au niveau du rêve, Ouais. c'est magnifique l'Écosse, les légendes. Et puis quand vous allez là-bas, les gens, ils ont un humour incroyable. J'adore. Ouais. Ah, j'adore l'Écosse. Vous Et avez- Londres. Ouais, et Londres. Vous avez visité des châteaux, Ah des oui. lieux extraordinaires comme ça? J'avais loué une bagnole à Édimbourg. Alors c'est vrai que les 2 premiers jours, conduire à gauche, super dur. Ouais. Mais alors après, on était avec une amie, on s'arrêtait là où on voulait. Puis voilà, à côté, on voyait marqué Castle, hop, on y allait. Et tout de suite à côté, il y avait un super camping ou un petit bed and breakfast. Ouais. Voilà, et on a voyagé comme ça pendant 15 jours, c'était génial. Ah, j'ai adoré. Ouais. Puis j'y avais emmené aussi des ados en colo, parce que j'ai été animatrice de colo. Ouais. Et j'avais fait des camps itinérants en Écosse, c'était génial. Oh, ouais, Avec tu as adoré, des ouais. gamins un peu difficiles, on va dire, mais Ouais. voilà. Et que ça avait calmé justement. Ah oui, je trouve que ça leur avait fait du bien. Ouais. Mm. Bah, c'est vrai que c'est un pays, une nature très forte. Ah ouais, vous allez vers Inverness, là, dans le nord de l'Écosse, il y a la mer qui bat comme ça, les falaises, l'île de Skye. C'est une île comme ça, complètement semi-désertique, avec des troupeaux de moutons et puis des petites tavernes où ça picole, ça chante, ça danse, c'est génial. Ouais, effectivement. Hein. Et les États-Unis, ce climat-là anglo-saxon, mais un peu différent, non, ça vous a Ah pas si, attiré? j'ai découvert les États-Unis aussi. Ah, vous Si, disiez si. bien, tiens. Si, les États-Unis aussi. Ouais, Alors C'est moi, autre les chose, États-Unis, bon, j'y suis allée pour une histoire d'amour dont on ne parlera pas. bien sûr. Mais bien sûr. Mais alors vraiment, j'y suis allée bourrée d'a priori, comme beaucoup de Français, en me disant ouais, c'est l'endroit du pognon, c'est la modernité, c'est tout ça. Et vraiment, j'ai été fascinée. Alors, les Américains, ce que j'ai trouvé génial, c'est leur côté grand enfant. Ouais. Oh yeah, nice, great, good. Voilà, ça génial chez les Américains. Effectivement, ils parlent un peu trop de fric. Hello, what's your name? Tu gagnes combien? Voilà, non, ça, si on pouvait s'en passer, ça serait pas mal. Ils ont un côté très fric. Mais en dehors de ça, ils ont un pays extraordinaire. Les terres sont magnifiques. Moi, j'étais dans le Colorado Ouf, ouais. et c'est fantastique. Ouais. C'est les montagnes, les lacs. Je suis allée à Four Corners, le côté où il y a 4 États qui se rejoignent. Ouais. J'ai fait des milliers de kilomètres, j'ai même pas vu passer le temps tellement c'était beau. Non, c'est des terres magnifiques. On comprend pourquoi ils ont piqué la terre aux Indiens. Hein. Ouais, tout à fait. Parce que franchement, c'est un très beau pays. Ouais. Mm. Je- Voilà, et chez les Américains, je trouve qu'il y a 2 types d'Américains. Il y a vraiment l'Américain, justement, pognon, grosse bagnole, machin, et il y a l'Américain très artistique, très dans la conscience. J'en ai rencontré aussi des gens extraordinaires. Mm. Et il y a des festivals aussi, beaucoup de festivals alternatifs, le Burning Man. Je rêve d'aller au Burning Man. Ah, bah voilà. Vous y êtes déjà allé? Oui, j'ai eu l'occasion d'y aller, effectivement. alors Bah, c'est extraordinaire. Ah, je rêve d'aller à ça, Ouais. à ce festival. Ouais, ouais. Dans le désert, Oui, c'est avec... une parenthèse oui, c'est ça, c'est une bulle de no De limites, de folie, mais en même temps de belles rencontres aussi. Tout, c'est oui. Ah oui, Burning Man, ça je rêve d'y aller. Ouais. Ah. Il y a aussi le Rainbow, il y a le Rainbow Family, enfin il y a plein de choses qui coexistent hein, comme ça aux États-Unis. Et le Rainbow, c'est qui a lancé un peu ce courant? Oh, ça, bah, c'est les Américains évidemment, Ah ouais, en c'est les 72, Américains. oui, tout à Ah fait. ouais. Ouais. Et à part ça, donc dans les voyages, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, non, ça vous J'aimerais beaucoup aller en Nouvelle-Zélande. Ouais.
mais j'y suis jamais allée. Pour l'instant, on va dire qu'à chaque fois, j'avais pas assez de sous pour y aller, parce que le billet est très très cher. Donc voilà, non, ça j'ai jamais fait. Pas encore. Ça va venir. Ça va venir. Oh oui, ça va venir. Parce qu'on voit bien dans l'univers, et la boutique La Mandragore le montre bien, il y a quand même tout ce côté anglo-saxon. Ils ont amené les anglo-saxons, l'heroic fantasy, dans le médiéval, ils ont beaucoup insufflé, hein, avec aussi les Seigneurs des Anneaux, toute cette mode. Hein. Ouais. Je pense qu'ils ont eu une très forte influence. Bah, disons que je pense que comment dire, que ce soit les Anglais, les Américains, les Néo-Zélandais, etc., je pense que c'est des gens qui sont tous issus justement de la culture écossaise, irlandaise, anglaise, voilà, donc toutes ces tribus, je dirais, ancestrales, qui sont porteurs de légendes. Je veux dire, quand on parle par exemple du roi Arthur ou des dames du lac, des choses comme ça, c'est l'imaginaire anglo-saxon. Hein. Enfin, je dirais que nous, après, on s'y est collés, mais c'est eux qui ont amené ça. Et je pense que le succès aussi on parlait du Seigneur des Anneaux, moi je l'avais lu quand j'avais 11 ans, ça faisait partie de la littérature enfantine. Hein. C'est vrai que quand vous voyez comment ils l'ont mis à l'écran, avec ce côté grandiloquent et tout, ça fait rêver les gens parce que justement, déjà on retrouve le bien, le mal, on retrouve les pouvoirs, les choses ancestrales, et je pense qu'il y a un manque là-dessus au niveau... Aujourd'hui, c'est un manque moi je le sens chez les gens. Il y a un manque d'où on vient et où on va. Et c'est vrai que je me suis souvent dit que par exemple Mandragore, c'était une petite bulle d'histoire, une petite bulle hors du temps. Et les gens viennent là et disent « Ah ouais, on vivait comme ça. Ah ouais, on vient de là. » Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et vers quoi on va ? Et je pense que, voilà, il y a cette réflexion. Ouais. Et que tout l'heroic fantasy, tout ça, c'est aussi apporter du rêve, hein, apporter du fantastique dans une vie un petit peu incertaine. Ouais, et ça véhicule des valeurs aussi. Hein, la chevalerie, oui, c'est ça, hein, l'amour courtois, enfin, toutes ces valeurs. Alors là, je ne vais pas empiéter sur un néo-médiéval, mais voilà, c'est quand même, effectivement, je pense que... Et puis les racines païennes aussi. Ah oui. Le paganisme, le côté celte. Ah oui, très important ça. Je crois que c'est très important. Ouais. Et là, justement, par rapport à ça, il y a aussi une demande. Hein. Là, je vois en ce moment, moi je fais des animations de mariage, et comme l'enlumineur à Paris, et je passe le bonjour à Aurélie, parce que vraiment elle fait un magnifique travail, et c'est vrai qu'il y a une demande, par exemple, de cérémonies païennes ou laïques. C'est-à-dire que les gens ne se retrouvent plus aujourd'hui dans un mariage avec le côté église, vin d'honneur, voilà, ils ont besoin de quelque chose d'un petit peu plus, qui fasse plus rêver. Je crois qu'on en revient à ça. C'est que je crois que le rêve, on va le chercher dans des choses antérieures au christianisme presque. Oui, c'est ça, Et vous faites des cérémonies qui sont très païennes ou ça reste du... Honnêtement, je m'adapte. C'est gentil. Non, c'est gentil, mais je m'adapte à la demande en fait. Si je sens que je peux y aller, j'y vais. Si je sens qu'il y a des réticences et puis il faut être dans le respect des familles, on n'est pas là pour choquer. Si on sent qu'on peut y aller, on y va par contre. Et ça pourrait aller jusqu'où une cérémonie païenne ? Une cérémonie païenne, ça pourrait aller à Cernunnos qui déflore une vierge. Ah, ouais. Mais pourquoi pas, bien sûr. C'était une des traditions, hein, par exemple. Non, mais bon, moi je ferais pas ça dans un mariage. Mais si vraiment on se lâchait, il pourrait y avoir des choses comme ça. Le sacrifice de la belle-mère. La belle-mère sur un hôtel, voilà, oui, ça pourrait être sympa. C'est très god, ça me plaît. Il y a un côté rebelle dans tout ça. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un besoin de retour aux sources, une nécessité de revenir à des racines. On le sent, oui, il y a un mouvement néo-païen, on appelle ça maintenant. Oui, néo-païen. Tout est un peu néo, puisque tout a déjà été fait, et puis on revient avec... on ne peut pas totalement revenir... le fil des traditions, visiblement, c'est perdu, la tradition avec un grand T, donc ça ne peut être que du néo, ce retour comme ça. Mais c'est déjà pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est déjà bien. C'est une solution. C'est une solution si ça amène du bien-être et aussi des questions essentielles, si les gens retrouvent un peu de sens par ce biais-là. Oui, c'est ça. Et vous
vous aider à retrouver ce sens-là. Je sais pas, si c'est le cas, tant mieux. Bah, c'est ce que vous Ah semblez ouais, dire. si c'est le cas, tant mieux. Non, mais disons que c'est vrai que j'ai pas mal de gens, par exemple, qui viennent à la boutique et qui me disent « Ah, qu'est-ce que je me sens bien ici ?» Alors déjà, je leur dis « Vous savez quoi ? Il n'y a pas Internet. Il n'y a pas les vibrations d'Internet. Et je suis sûre que vous le sentez. Parce que dans ce cadre-là, les téléphones ne passent pas. Oui, et volontairement, je ne mets pas la Wi-Fi. Je ne veux pas les ondes de la Wi-Fi. Donc, il y a ça. Il y a le fait qu'on est en dehors de la rue. Vous vous promenez rue Saint-Jean, vous passez l'allée comme si vous preniez le couloir du temps, et vous arrivez là dans cette petite bulle. Puis qui a un côté très ventre de la maman. Hein. Oui, on est protégé, on est dans une poche, on est dans, voilà, ou dans le ventre de la baleine, comme dans Pinocchio, hein, c'est ça. Et je pense que c'est ça que les gens ressentent. On se sent protégé, on se sent dans une niche, on se sent, voilà, c'est dans un petit ventre, voilà. Et c'est vrai qu'aussi, bah, les objets qu'on voit là, c'est pas les objets de tous les jours, donc ça fait rêver aussi. Voilà, des plumes pour la calligraphie, des bijoux, des vêtements comme on n'en porte plus. Voilà, puis bon là il y a plein de petits points de lumière, il y a des vêtements, on ne sait pas si on oserait les porter. Voilà, ça fait rêver tout le monde. Puis c'est notre passé, hein, comme je dis souvent aux gens, je dis, vous venez là, oui, c'est 10 siècles d'histoire. Et donc ça, vous le portez forcément en vous. Ça fait partie de vous, ça. Voilà, que vous y soyez sensible ou pas. Déjà, il y a tous vos ancêtres. Bah non, mais oui, tout à fait. Voilà, on se balade tous avec les ancêtres derrière et puis la descendance devant, normalement. Des fois, il y a des miracles comme ça. Vous voyez des gens se transformer avec des costumes et la personne elle-même, vous sentez que ça la touche profondément. Ah oui. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des choses que j'aime dans mon métier, c'est par exemple de voir une fille arriver qui se sent pas bien dans sa peau, qui se sent trop grosse, qui se sent trop moche, qui se sent trop maigre, et c'est lui faire essayer des fringues et qu'elle se regarde différemment. Ça, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Pour les garçons aussi, moi j'adore aussi les métamorphosés, mais on va dire que c'est moins flagrant. Ils se portent moins... L'homme, il est sensible à la flatterie. Il aime bien qu'on lui dise qu'il est beau, mais il est moins, je le trouve moins dans le complexe. La femme, souvent, elle a envie comment dire, c'est comme si elle était définie par la beauté, et du coup, si elle n'est pas belle, elle est rien. Et c'est malheureux. Moi, je vois plein de jeunes filles, anorexiques ou boulimiques, enfin, ou en surpoids, et des fois, je les trouve magnifiques. Moi, il y a des filles qui pèsent 100 kilos que je trouve superbes. Je les trouve rondes, joyeuses, enfin magnifiques, elles sont la terre-mère, quoi. Enfin, et quand elles essayent par exemple des robes médiévales, ça leur va particulièrement bien. Parce que c'est serré à la taille, c'est évasé, d'un coup ça les met en valeur. Et elles se regardent dans le miroir, elles s'aiment, quoi. Ça c'est génial. Ça c'est un bonheur. Ça c'est beau, ça. Ça j'adore que les gens se voient beaux. Ça fait partie d'un des plaisirs de mon métier. Et vous êtes en costume aussi dans la boutique? Alors moi actuellement, non, c'est bien, mettez le doigt là où ça fait mal. Non, mais c'est vrai que souvent ce que je dis, c'est que au début quand j'ai ouvert la boutique, j'étais tous les jours en costume. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait 17 ans que j'ai ce magasin. Il y a des fois, d'un point de vue purement pratique, j'en ai pas envie. Pourquoi? Alors, je vais toujours avoir une fringue qui vient du magasin. Là, ça, c'est une redingote qui a été fabriquée par des créateurs que j'aime beaucoup, qui sont en Pologne, qui sont des amis, qui sont une famille qui travaille qui travaillent ensemble en famille, et c'est tout fait maison. Enfin voilà. Je vais toujours avoir une petite touche de gens que j'aime bien, ou un bracelet d'artisans que j'aime bien. Mais par contre, me mettre vraiment en costume, j'en ai plus envie tous les jours. J'en ai plus envie tous les jours parce que j'ai moins besoin de passer par ça, quelque part. Je pourrais même venir en pyjama, que je serais quand même médiévale, ou goth, ou ce que vous voulez. Parce que j'ai plus forcément besoin de passer par ça. Je le porte en moi. Voilà. Après, Vincent, mon collègue, lui, il est en costume tous les jours. Mais ça fait partie de son contrat. Voilà, donc quand il est là, c'est lui qui porte le costume. S'il n'est pas là, je mets le costume. Ah oui, quand même. Non, mais si lui n'est pas là, je mets quelque chose du magasin, c'est sûr. Ou je viens avec une fringue que j'adore, ou...
Mais là, c'est plus lui qui est là tous les jours maintenant. Moi, je suis là 4 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Je gère plus les choses maintenant et je suis moins sur le devant de la scène. Ouais, voilà. Je suis plus en arrière, dans les coulisses. Dans les coulisses de l'exploit, ouais. Oui, puis on gère un site internet, on gère la vente des CD de Luc. Bon, voilà, plein de choses qui se sont rajoutées au boulot et qui font que, avec la paperasse, maintenant, je passe beaucoup de temps à la maison à gérer ça, quoi. C'est certain, ouais. Mais je vais quand même encore sur quelques festivals quand j'ai le temps. Ça, c'est voilà. Les fêtes médiévales, les festivals, médiévales, voilà. Et puis certains événements, hein, quand je peux, oui. Ah bah oui, c'est toujours festif, c'est toujours. C'est toujours agréable. C'est toujours. Je comprends pourquoi les gens adorent ça. C'est sûr. C'est bon enfant, on retrouve son âme d'enfant un peu. Les costumes, c'est ça aussi, hein. Ah oui. Bah oui, de toute façon, je pense qu'il faut jamais oublier l'enfant qu'on est et on l'emmène vers autre chose, mais il est toujours là, hein, c'est sûr. Quand est-ce que vous avez arrêté les costumes gothiques? Enfin, les costumes, si je puis dire, parce que c'était pas un costume. Non, moi j'ai arrêté de m'habiller en goth quand j'avais 22 ans par là. Ouais. Non, c'était plus la période, je dirais. La rébellion. 17-21. Et d'ailleurs, je le vois dans mes clients, c'est vraiment l'âge. 17-21, c'est le moment où on se construit, c'est le moment où on se différencie de ses parents. Moi, ma mère était de baba cool. J'allais pas me mettre en baba cool. Donc le truc qui était en rébellion, c'était quoi? C'était le truc qui ressemble surtout pas à des baba cool, hein. Bon, même si aujourd'hui, moi, justement, je suis un peu un mélange de tout ça. C'est resté un peu, hein. Bah oui. Du coup, votre éducation, elle laisse des traces. Hein. Ça, c'est clair, c'est clair. Et où vous allez chercher toutes ces choses-là dans vos voyages? Les vêtements, là, je vois cette redingote ou ce que vous avez en boutique, ça suppose que quand même il faut tout le temps être aux aguets. Il faut toujours être aux aguets parce qu'en plus aujourd'hui, il y a des rassemblements comme Pontoise ou des endroits comme ça où vous avez beaucoup de gens, où vous pouvez trouver beaucoup de fournisseurs, mais justement je pense que notre boulot c'est de trouver des choses qu'on ne trouve pas. Et moi l'ère d'internet a beaucoup changé mon métier parce que au début, quand les gens venaient là, ils voyaient des choses qu'ils ne trouvaient nulle part ailleurs. Et ils pouvaient pas taper sur internet. Là maintenant, ils vont regarder la marque dans la fringue, ils vont taper ceinture en cuir médiéval, et ils vont trouver sur internet. D'ailleurs, des milliers de choses, des bonnes et des pas bonnes, et il va falloir fouiller là-dedans. Avant, moi j'allais sur les fêtes, je faisais des boards. Par exemple, quand je suis allée en Écosse, je suis allée rencontrer un mec qui ne voulait pas travailler avec des boutiques. Je l'ai supplié à genoux. Je me suis mise à genoux et j'ai dit je ne partirai pas de votre boutique tant que je n'emmènerai pas des créations de chez vous. Et il m'a vendu 5-6 pièces que j'ai ramenées comme des trésors au magasin. Je me rappelle, c'était des cuirs gravés. Il y avait une ceinture, il y avait un grimoire et tout. Et je les avais mis là dans le magasin comme les ramenant de mon voyage et quêtes, tout. Hein, voilà, j'étais fière. Bien sûr. Et je savais que la personne X ou lambda, elle ne pouvait pas trouver cette pièce-là, même en Écosse, pas facilement. Et que moi, elle était là à Lyon. Voilà. Donc ça c'était le côté génial avant Internet. Maintenant, moi justement, j'essaie de continuer à aller au gré de mes rencontres et d'aller chercher des choses qu'on ne trouve pas. Parce qu'aujourd'hui, voilà, les gens veulent tout comme ça, en 5 minutes, facile, tiens, ça vient de l'autre bout du monde, c'est pas grave, ça sera là après-demain. Moi, je lutte encore un petit peu, je suis un petit peu idéaliste, je lutte encore un peu contre ça. C'est bien, c'est bien. Et vous y arrivez quand même? C'est difficile. C'est difficile. Il faut se bouger, j'imagine. Ah ouais, il faut se bouger. De toute façon, dans la vie, il faut se bouger. Hein. Oui. Il faut se bouger pour trouver des choses, pour les ramener. Et puis après, quand c'est là, il faut se bouger encore. Il ne faut pas attendre la bouche bée que ça vienne. Hein. Voilà. La clientèle, il faut la lécher, il faut la faire venir, il faut la divertir. Bah oui. Et aujourd'hui, la clientèle de la Mandragore, c'est quoi essentiellement? C'est des habitués? C'est des touristes? Ou alors il y a un panel de tout ça? Je dirais qu'aujourd'hui, ça s'est démocratisé. C'est-à-dire qu'au début, j'avais vraiment un creuset de clientèle qui était très marginal. Des goths, voilà, des médiévistes, des artistes, beaucoup d'artistes de scène qui font de la scène, qui venaient chercher un costume de scène. Aujourd'hui, c'est la petite mère de famille qui vient chercher un bustier pour être sexy pour une soirée. C'est le touriste qui est de passage et qui a envie de ramener un truc rigolo. Ça s'est démocratisé aujourd'hui.
Voilà, mais après on garde quand même une clientèle qui est la clientèle que j'aime. Parce que c'est une clientèle d'abord qui est curieuse, déjà elle a la curiosité de venir au bout de l'allée, qui aime les choses qui sortent de l'ordinaire, donc ça trie un peu la clientèle. Voilà. C'est une clientèle. Je pense que le produit que vous faites de toute façon va sélectionner la clientèle. Oui, c'est certain. Voilà. Et en ce moment, on a un courant, par exemple, qui est assez rigolo, qui est en train de naître et de se développer, c'est le courant steampunk. Voilà, donc qui est en Angleterre depuis fort longtemps, que moi j'essaie de faire venir depuis fort longtemps, mais qui avait eu du mal à décoller. Steampunk, hein. Steampunk. C'est quoi ça, steampunk? Alors je suis pas une grande spécialiste, mais en fait ça s'inspire de toute la période de machine à vapeur. Voilà, période des découvertes. Donc voilà, les symboles souvent c'est des rouages, c'est toute la mécanique. Voilà. Donc vous allez avoir des bijoux à base de rouages, des choses comme ça. C'est des vrais engrenages? Oui, des vrais engrenages de rouages. Et voilà, c'est toute la période un peu exploratrice, la période où la modernité arrive. Ah oui. Et donc toute cette mode-là, voilà, là il y a une mouvance en fait qui est assez intéressante, que je trouve très esthétique. Parce que les vêtements, c'est comment alors? C'est des bleus de travail? Vous seriez pas mal là. Je suis steampunk. Ça pourrait, vous allez bien. C'est les femmes en jupe avec des serre-tailles, avec des petits chemisiers un petit peu bouffants, avec des petits bibis, des petits chapeaux. Ah, très années 50 alors. Voilà, et le côté bottine, mais après avec le côté plus rayures, plus rigolo. Voilà, il y a un côté un petit peu inspiré de, je dirais, comment ça s'appelle, les années 30 en Angleterre, et avec un côté rigolo. Voilà. C'est un petit mélange de plein de choses, mais je trouve ça très esthétique. Ah oui, et ça c'est typiquement anglais, mais de toute façon c'est pas étonnant. Ça vient des anglo-saxons. Il y a toute la mouvance Terry Gilliams, tout ça. Enfin voilà, ils sont inspirés par plein de choses, mais là je pense que c'est un mouvement qui est en train de se développer. Par exemple, des goths, j'en ai pratiquement plus. Il y a encore 3-4 ans, j'avais encore des gens très goths. Voilà, là c'est vraiment en train de disparaître, même chez les ados. Oui, on le sent, on le voit un peu partout dans les grandes villes, même à Paris, on voit effectivement c'est marginal, on va dire. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc les goths, il n'y en a plus. Donc c'est vraiment ça, cette steampunk, c'est vraiment ça Pour l'instant, il y a ce courant. Bon, il y a eu le courant Lolita, un petit peu les nanas habillées japonaises avec des petites jupes, un peu comme si c'était des gamines avec des couettes, même quand elles ont 25 ans. Bon, ça, on a eu toute une mouvance là, un petit peu avant le steam d'ailleurs. Là, pareil, c'est un petit peu en train de se calmer. Donc voilà, moi je suis ce courant là, je reste sur mon médiéval parce que c'est ma base, c'est mes racines, voilà, c'est mon socle. Et puis après, je suis un petit peu ces petits courants-là. Vous les suivez dans vos voyages ou vous voyez les gens venir? Parce que tout ça, faut être quand même un peu aux aguets. Hein, alors moi, c'est souvent justement quand je vais à Londres, je me tiens vachement au fait de ce qui se passe. Je regarde un peu, je vais me balader dans certains quartiers pour voir les tendances. Dans quel quartier? J'adore aller, je vais plus à Carnaby Street parce que c'est fini depuis longtemps, j'adore aller à Camden par exemple. Voilà, je vais à Camden, autrement j'aime bien aller sur King's Road. Après, pour mon petit plaisir à moi, j'adore aller à Covent Garden, et donc toutes les rues qui sont derrière Covent Garden. Voilà, et puis je vais justement regarder les vitrines, regarder les tendances, c'est important. Hein. Et puis après, il y a des petites assos lyonnaises qui viennent nous rencontrer, puis on voit bien qu'il y a des jeunes qui bougent, quoi, qui organisent des soirées, qui font des choses. Voilà, donc c'est eux aussi qui nous amènent. On voit quand ils viennent chez nous ce qu'ils attendent, du coup. Donc il faut répondre un peu à cette attente. Il y a des associations, donc ça bouge un petit peu à Lyon en termes de quoi? D'événements, d'envie de vivre, on peut dire ça comme ça ou... Moi je trouve que c'est une ville qui est assez dynamique parce qu'on a par exemple une association qui s'appelle AOA, c'est des potes, alors je leur fais un petit peu de pub, non mais c'est eux qui organisent par exemple la Zombie Walk. Tous les ans. Alors c'est pas très gai parce que vous avez des centaines de zombies qui défilent dans Lyon. Mais c'est un événement. Non, pas forcément. Ah ouais, d'accord. Mais c'est un événement qui est en train de prendre une grande ampleur.
Donc où tout le monde se met des masques, des machins et tout. Puis ils organisent aussi des trucs un peu robotiques. Là, je suis allée à une soirée xénomorphe qu'ils organisaient. Donc on était habillés en futuriste, avec des robots, voilà. Ils sont vraiment dans une mouvance. Il y a aussi la Clivra, qui eux sont plus une organisation steampunk. Donc ils organisent des choses. Il y a Machina Vapora, enfin voilà, il y a plusieurs associations sur Lyon qui bougent pas mal. D'événementiel, ouais. Et où voilà, des fêtes, des choses comme ça. Voilà, où ça va rassembler par exemple le burlesque aussi. Il y a eu une grande tendance burlesque avec les effeuillages. J'ai vu un spectacle extraordinaire l'autre fois à un vernissage. C'était 3 nanas qui faisaient, c'est dommage je me rappelle pas de leur nom, je les aurais bien cités aussi. 3 nanas qui faisaient du glamour, de l'effeuillage, mais côté comique. Genre, elle mettait ça à la dérision. Donc genre, je commence à devenir sexy et hop, je fais un truc qui fait pas du tout sexy. Je trouvais ça très chouette. Voilà, donc il y a une évolution encore là sur le burlesque qui est aussi un courant actuel, quoi. Et tout ça, c'est lyonnais. Avec une aspiration anglo-saxonne. Paris, voilà, les grandes villes. Je pense que c'est citadin, de toute façon. C'est pas campagnard. Oui, tout à fait. Donc, à la campagne, on tue le cochon. Toujours. On va se balader, chercher les champis. Voilà, mais bon, non, c'est des courants citadins, de toute manière. Et vous, les événements que vous organisez, vous l'avez cité au tout début de l'émission, c'est de ce type-là, en corrélation avec les associations, ou c'est vous toute seule qui faites des choses avec le boutique? Non, moi c'est des tout petits événements. C'est par exemple justement faire venir un groupe de musique pour le faire découvrir, c'est faire venir un artisan pour qu'il montre son savoir-faire. C'est des dédicaces d'artistes quand ils sont dans le coin, voilà, mais c'est pas des grands événements. Voilà, je fais pas d'événements perso liés à ça. Il n'y a pas de fête médiévale à Lyon? Non. Toujours pas? Non, toujours pas. Mais non. On se demande pourquoi, mais bon. Pourquoi, Hello. Alors, vous écoutez toujours Ma Joie de Vivre, vraiment vivante, en compagnie d'Emmanuel de la Mandragore. De Lyon. Parce que justement, il y a une du vieux Lyon. Il y a une autre Mandragore à Paris et une histoire extraordinaire. Ah ouais, voilà. Faut qu'on raconte cette histoire. Parce que... Alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai monté cette boutique en 1996. Et puis donc, je vais des fois chez des fournisseurs, à Paris ou ailleurs. Et puis, plus d'une fois, on me donnait des factures qui ne me correspondaient pas. Donc, je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Non, moi, j'ai pas choisi et tout. Mais t'es pas Manu de la Mandragore? Bah si. Non, mais ça correspond pas. Ah, mais attends, parce que là, c'est une adresse à Paris. T'as pas une boutique à Paris? Je fais, bah non, à Lyon. Et donc, j'ai découvert, par le biais de mes fournisseurs, qu'il y avait un Emmanuel qui avait une boutique qui s'appelait La Mandragore à Paris. Et du coup, une fois où je me suis déplacée, j'ai eu le culot et je suis allée le rencontrer. Et donc, je me suis présentée à sa boutique et je lui ai dit, salut, moi c'est Emmanuel de Mandragore. Et toi, tu es Manu de Mandragore? Voilà, tu es mon frère astral. Et en fait, j'ai rencontré ce garçon qui a une boutique donc c'est La Mandragore, c'est au métro Ledru-Rollin. Et il a le truc incroyable, donc on s'est rencontrés et on s'est rendu compte qu'on avait monté la boutique en 1996, qu'il s'appelait Emmanuel et que la boutique s'appelait Mandragore. Et là, on s'est dit, mais c'est incroyable. Et que sa compagne vous ressemblait. Voilà, et en plus, sa compagne, Pascal, elle a visiblement le même genre de physique que moi, mais en brune. Donc c'est pour ça que les fournisseurs avaient une confusion entre nous. C'est incroyable ce double. Incroyable. Pourquoi le nom de la Mandragore? Je me suis demandé quel est ce choix? La Mandragore, c'est une plante. Oui. Très utilisée au Moyen-Âge, peut-être encore jusqu'à aujourd'hui, la plante des sorcières, enfin il y a toute une histoire avec la Mandragore. Mais je vois que vous connaissez bien. Madame est cultivée. Non, oui, alors pourquoi Mandragore? Déjà parce qu'effectivement, d'un point de vue symbolique, le nom portait en lui plusieurs choses qui étaient importantes pour moi, c'est-à-dire le Moyen-Âge, la sorcellerie, je dirais, par le côté sorcière, la femme, et puis le côté mystérieux, parce que justement, qu'est-ce qu'on peut faire avec une mandragore? Il y a plein de gens qui ne le savent pas. Et il y avait le côté linguistique, c'est interne. C'est-à-dire qu'il est toujours beaucoup plus facile de retenir un nom que plusieurs noms.
Parce que quand vous prenez un nom où il y en a plusieurs, vous pouvez avoir une confusion, vous tromper. Que là, c'est mandragore. C'est un vocable. Donc, c'est une entité. Voilà, pour moi, ça, c'était très important. C'est que ce soit une entité. Ouais. Et puis le mot aussi sonne mandragore. Enfin, c'est une oui, force. c'est mystérieux, ça sonne bien. Ouais. Alors après, il y a eu un moment donné où j'ai hésité parce que je m'étais renseignée d'un point de vue ésotérique sur les pouvoirs de la mandragore et j'avais hésité parce que il y a une légende qui dit il faut que tu sois à la hauteur pour élever une mandragore parce que tout le monde ne peut pas le faire. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, elle était utilisée au Moyen-Âge pour apporter la richesse monétaire, financière sur une famille. Donc on prenait une mandragore, on l'élevait, et c'est le fait d'élever cette mandragore qui allait amener la richesse. Mais la légende dit aussi, si vous n'êtes pas capable d'être équitable, si vous n'êtes pas capable de redistribuer ce que vous gagnez, vous vous retrouverez plus pauvre qu'au début. Donc, la trouille quand même. Parce que j'étais sacrément pauvre quand j'ai monté le truc. Donc, je me suis dit, waouh, je prends un risque quand même. Donc, il faut que je sois à la hauteur. Et justement, je trouve que quand on prend un nom comme ça, bah justement, on va essayer, par exemple, de tendre la main à des gens qui débutent. Pour moi, ça, c'est vraiment hyper important. Mais c'est presque plus fort que moi. J'ai presque ce truc au-dessus de moi où je me dis, oulala, pas de faux pas. Il faut, quand quelqu'un vient frapper à ta porte, lui ouvrir la porte. Après, je l'ouvre, je peux être de mauvais poil. Hein. Oui, c'est pourquoi. Voilà, je peux être de mauvais poil quand j'ouvre la porte. Mais il faut que je l'ouvre. Il faut que je laisse sa chance aux gens qui viennent frapper à la porte. Donc, par exemple, c'est le cas, il y a plein de petits artisans ou des gens qui viennent comme ça, tout timides, avec leur création. Oui, je ne savais pas si je pouvais venir à la Mandragore. Hein. Et bien, s'ils ont un cadre officiel et tout, je leur ouvre la porte. Parce que je me dis, ils sont venus, ils ont déjà eu la démarche, ils ont eu le courage. Alors bon, sauf si c'est très moche, voilà. Donc pour moi, c'est ma manière à moi de rester fidèle à ce nom mythique. D'élever votre mandragore. Voilà, de l'élever, c'est-à-dire en gardant la porte ouverte. Et en redistribuant du coup. C'est-à-dire que l'argent, il est juste une énergie qui va circuler et qui va se redistribuer aux gens et pas la garder pour soi. Vous en avez déjà vu ou la plante Alors, dans le quartier, voilà, dans le quartier, on a une boutique extraordinaire, de la même manière que donc, je suis fan de Cadence, parce que vraiment, quand je rentre là-bas, je garde bien les mains dans les poches parce que j'ai envie de tout acheter. Il y a une boutique qui s'appelle Aux Azalées, et qui est un fleuriste, qui est tenu par Xavier, qui est un homme extraordinaire, vraiment qui a interviewé, il faut l'interviewer, il est génial, je suis fan, et il élève une mandragore, et elle est sur sa porte, vous pourrez peut-être aller la filmer. Ah oui, tout à fait. Voilà. Et en fait, ce garçon, enfin cet homme, il est spécialisé dans les plantes carnivores et dans les bonsaïs, c'est-à-dire dans les choses les plus dures à élever et à conserver. Donc lui, oui, il a le potentiel pour élever une mandragore. C'est incroyable, hein, que ce soit en plus dans le cas de pas d'ici. Hein. Voilà. Donc des fois, je dis aux clients, je ne peux pas vous dire à quoi ressemble une mandragore, mais allez chez Xavier, vous allez en voir une. C'est très moche. Ça ressemble à un navet. Oui, et puis les racines ressemblent aux êtres humains. Voilà. On disait que les racines, c'est pour ça. Et quand il l'extrayait, je crois, elle criait. Elle crie. Elle a l'agonie. Et au Moyen-Âge, d'ailleurs, on retrouve des gravures où les gens partaient avec des chiens noirs. Ça, extraire la mandragore du sol pour que ce soit eux qui meurent au cri de la mandragore et non pas l'humain. Oui, parce que sinon c'est l'humain qui mourrait. Voilà. C'est quand même incroyable. Hein. C'est incroyable. Hein. Il ne faut pas arracher la mandragore de son sol. Petit message. Ah oui. Un bon entendeur. Salut. Alors justement, la mandragore, comment vous vous projetez dans le demain dans l'avenir. Dans l'avenir, voilà. Alors déjà, comment je me projette, j'espère que ça va durer encore un peu, parce que j'y suis bien dans cette aventure. Donc là, ça va faire 17 ans. Mon objectif serait de fêter mes 20 ans. Voilà, je trouverais que... Voilà. Mais par exemple, ce que j'aimerais bien, allez, on va rêver. Hein. Allez, rêvons. Ce que j'adorerais, c'est pour mes 20 ans faire une magnifique fête, parce que j'ai fait une très belle fête pour les 10 ans de Mandragore, dans un château, où j'ai invité tout le monde gratuitement. Comme les princes et princesses. Voilà, j'ai dit, allez, vous êtes tous les bienvenus.
Et j'aimerais faire la même chose pour mes 20 ans, pour les 20 ans de la boutique. Et quand même, dans l'idéal, j'aimerais après faire autre chose. Ça serait pas mal. Après, je sais pas trop quoi encore. Ouais. Je cherche. Ouais. Mais je suis encore bien ici. Voilà, je pense que j'ai encore 2-3 choses à faire. Et toujours à Lyon, bien sûr. Hein. Ouais, toujours à Lyon. Ah, dans ce quartier... Peut-être à San Francisco, je sais pas. Non, pour l'instant encore. Ouais. De toute façon, Mandragore, ça sera ici. Et si un jour je pars d'ici, ça s'appellera autrement. Voilà. Ouais. C'est ici et pas ailleurs. Ouais, c'est clair. C'est ancré. Bon, voilà. Beau parcours, belle expérience, belle vie, joie de vivre, hein, au fond de vous. Ah oui, moi je me dis tous les jours que j'ai la chance de faire le métier que j'aime. Ouais. C'est une chance extraordinaire. C'est, voilà, moi je viens jamais au travail avec la mal au ventre, ou je suis toujours super contente. Ouais. Voilà, parce que je vais me retrouver dans mon univers avec des gens sympas et puis je vais essayer de les rendre contents aussi. C'est génial. Beau parcours, belle vie, hein. Belle vie, Emmanuelle. Alors on va peut-être citer quand même vous avez un site ou un blog? Oui. Les deux, il me semble. Voilà. Alors on a surtout donc le site internet donc qui est www.boutique-mandragore.com et on a une page Facebook, voilà, que j'alimente beaucoup. Ouais. Voilà, sur les événements, justement, si par exemple le Luc dédicace, ça sera sur mon Facebook, ça sera aussi sur mon blog internet. Ouais. Voilà, j'essaye vraiment de beaucoup informer par ce biais-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est incontournable. C'est incontournable, tout à fait. Et il y a une e-boutique sur le site? Non, vous ne vendez pas par Internet? On vend par Internet, mais méthode ancestrale, vous envoyez un chèque et on vous envoie la marchandise. Donc on essaye. Voilà. Donc c'est un petit peu... Voilà, je gère le site, mais c'est un petit peu lent. Parce que j'ai pas envie d'être dans le speed. Ouais. Voilà. C'est moyenâgeux. Voilà, le colis part sur dos d'âne, peut-être des fois un cheval quand c'est un petit... jamais. Voilà. Quand il y a les moyens. Quand il y a les moyens. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Emmanuelle pour ce moment merveilleux dans cet univers vraiment coloré. On est vraiment dans un autre temps ici, hein, la Mandragore. Hein. Cette bulle de temps, de rêve. Merci à vous en tout cas. Et voilà, on se remercie réciproquement. C'était donc Ma Joie de Vivre, une émission réalisée par Néo et des deux Jacques à la technique. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. De vie et joie de vivre une belle vie. Chaque jour je fête pour mettre des couleurs dans mes jours. Belle vie et joie de vivre une belle vie. Chaque jour je